J'ai compris. Bonjour, l'invité de Radio Arménie aujourd'hui est Thomas Valu. Thomas Valu, réalisateur entre autres, de l'émission Foi, Espérance et Tradition des chrétiens orientaux pour Antenne 2. Bonjour Thomas Valu. Bonjour à vous et merci de m'accueillir sur l'antenne de Radio Arménie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le dimanche 14 avril dernier, France 2 diffusait l'émission intitulée Génocide de 1915, Il savait. C'était un film réalisé par vous-même et par Guillaume Juérian. Et nous avons vu donc des historiens nous présenter le thème des relations entre les Allemands et le génocide des Arméniens. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur cette dernière réalisation? Alors vous savez, moi ça fait maintenant, je crois, 12 ou 13 ans que les églises m'ont donné la responsabilité de cette émission, Chrétiens orientaux, qui est donc une émission du dimanche matin de France 2, du service public. C'est vraiment la laïcité à la française dans tout son côté positif, hein, parce que je suis nommé par les églises et c'est l'État qui finance les émissions. Donc, vive la France, voilà. Hein. La Euh, France. voilà. Et donc, c'est pas la première émission qu'on fait sur le génocide, parce que c'est un sujet qui Voilà, nous. on voulait y revenir. Je voulais y revenir sur vos autres réalisations sur la question du génocide, parce qu'on voit tout de même que à chaque émission qui est diffusée autour du 24 avril, il y a en tout cas une allusion, sinon un film totalement consacré à la question du génocide. Alors, vous savez, il y a Staline qui avait dit une phrase qui est terrifiante, mais qui est très vraie, c'est que 1 500 000 morts, c'est une statistique, et un mort, c'est un drame. Et moi, j'essaye de rappeler que à chaque fois, c'est 1 500 000 morts arméniens, plus les morts des Syriaques, des Assyriens, des Chaldéens et aussi des Grecs, que derrière chaque chiffre, chaque unité, c'est un drame, c'est une personne. Et donc, on a des films sur le génocide où on va être plus dans le témoignage. Et là, on va vraiment être dans l'incarnation de cette horreur. Et puis, cette année, c'est un peu tout ce qui s'est passé en Artsakh et ailleurs. Hein. Tout le monde sait, et puis il ne se passe rien. Et donc, moi, je me suis posé un peu la question de, eh bien, au moment du génocide, qu'est-ce qu'on savait? Parce que finalement, il y a toute la partie allemande, mais il y a aussi la partie des Français, des Américains, aussi du Vatican qu'on traite dans le film. On a interviewé notamment sur l'île Saint-Lazare à Venise le père Van qui a fait toute une compilation impressionnante d'articles américains. On retrouve aussi dans la presse française les témoignages des diplomates, des consuls, des ambassadeurs. On a l'impression que alors Facebook n'existait pas à l'époque, mais on sait quasiment tout en direct ou avec un peu de décalage. Et voilà. Eh ben, il ne s'est rien passé. La main du bourreau n'a pas été arrêtée. Et ça, c'est quelque chose qui fait mal. Voilà. Parce que finalement, on laisse l'horreur se, se dérouler avec incompréhension. Voilà. Vraiment. Et donc, dans cette dernière réalisation, on entend en particulier parler l'historien suisse-allemand Hans-Luca Kaiser, qui a fait une étude monumentale, une recherche monumentale sur la région et en particulier sur le personnage de Talat Pacha, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur de l'époque qui a signé tous les ordres de déportation et de massacre des Arméniens. Et Je viens de donc, publier un livre, notamment aux éditions du CNRS, qui est très intéressant et qui est très complémentaire aussi avec les livres de Raymond Kevorkian, qui est pour nous le grand la spécialiste référence. du génocide et la référence. Et les livres de Raymond sont magnifiques aussi, quoi. Voilà. Mm. Voilà. Cette responsabilité allemande, en tout cas, le fait que les Allemands ont parfois participé à quelques occasions, mais ils savaient ce qui était en train de se passer. Il ne s'agissait pas de doute, il n'y avait aucun doute sur le fait que les Allemands
avait une connaissance parfaite du dessein des dirigeants jeunes turcs d'exterminer les Arméniens avec en corollaire les Assyro-Chaldéens, plus tard les Grecs pontiques, etc. Donc tout cela était connu. Et comment comment l'idée vous est venue de parler de cette responsabilité entre guillemets allemande qui n'est pas véritablement aujourd'hui reconnue que de manière, j'allais dire, institutionnelle en Allemagne, même s'il y a eu au moment de la reconnaissance du génocide des Arméniens par le Bundestag en 2015, je crois, une allusion au fait que l'Allemagne avait pris part à cette extermination des Arméniens. Alors, Hans Luca le dit dans le film, c'est que l'Allemagne n'est pas responsable directement, mais en tout cas, elle est co-responsable. Euh, Mhm. et, et elle savait tout, ils savaient tout. Ils ont parfois fait des plans. Hans Luca dit qu'ils n'ont pas forcément mis les mains Dans le temps. directement, mais ils ont encadré, ils ont fait des plans d'organisation, voilà. Et finalement, Hans Luca nous dit dans le film que c'est surtout, on est en période de guerre, et ce qui était le plus important pour les Allemands, c'était la guerre. Parce qu'on peut se dire aussi, pourquoi est-ce que les Américains, pourquoi est-ce que les Français, les Anglais n'ont pas plus réagi? Mais en France, il y avait Verdun aussi, et puis les Français, les Occidentaux étaient persona non grata en Turquie. Cela, On alors que était les Allemands achetés. étaient présents. Ah bah totalement, quoi. Ils encadraient l'armée et la volonté des Allemands, c'était gagner la guerre. Voilà. Quitte à ce qu'il y ait des conséquences collatérales. Et voilà. Mais c'était pas leur objectif. Et puis, d'ailleurs, j'ai posé la question à Hansuka en disant, mais c'est quand même étonnant, l'Allemagne est un pays chrétien et finalement ne soutient pas les chrétiens, quoi. Voilà. Et Hansuka nous dit que les Allemands qui ont débarqué là, ils étaient déjà quoi, ils n'étaient pas avec la Bible dans leur valise, ils étaient avec Zarathustra. Donc on était dans une société post-chrétienne et qui pour certains, on était loin de la charité et de la reconnaissance humaine d'une personne qui est importante. D'ailleurs, Hansuka le dit, et puis Raymond le dit aussi, hein, c'est que beaucoup des Allemands qui ont eu les mains aussi dans la Shoah et dans le génocide des Juifs étaient présents pendant le génocide de 1915 et donc ils ont déjà vu comment ça se passait, hein. Et d'ailleurs, je me souviens d'une conférence très intéressante qu'il y avait eu en 2015 à la Bibliothèque nationale de comparaison des génocides, où entre le génocide de 1915, le génocide, le Holodomor perpétré par Staline En en Ukraine. Ukraine, puis après la Shoah, et puis jusqu'au génocide des Tutsis, etc. Et on montrait que finalement le génocide de 1915 était le premier génocide de masse, et qu'on était dans quelque chose d'assez, le mot va choquer, mais on était dans quelque chose d'assez euh, artisanal. L'industrie est venue après, entre guillemets, dans toute cette terreur Il y avait quelques éléments qui se sont systématisés dans le génocide des Juifs, en tout cas dans les génocides de la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été, par exemple, le transport par les trains. Il y a eu dans le génocide des Arméniens aussi une partie de la population qui a été transportée avec les trains vers le désert syrien. Voilà, là, c'était plutôt Les la population expériences qui militaires. venait d'Istanbul, quoi, plutôt de l'ouest du pays, quoi, voilà. Mais Les les, expériences médicales sur des malades, en tout cas sur des Arméniens, dont parle l'historien Vahakan Dadrian, qui a fait une recherche particulière sur les expériences scientifiques qui ont été faites sur les jeunes Arméniens, les enfants, etc., etc. Mais ce qui était aussi assez surprenant et peut-être une nouveauté, c'était le cas
du directeur du camp d'Auschwitz, Voilà, qui était sur le terrain en qui Turquie. était sur le terrain, Voilà, ouais, ouais. qui était Et sur le terrain du génocide des Arméniens. Donc c'était voilà. quelqu'un qui avait vu effectivement périr des personnes, enfin les tueries, les massacres, etc. Donc il a expérimenté ceci, le génocide des Arméniens, avant de se trouver à Auschwitz euh, pour diriger le camp. Ah ouais. Euh, voilà. Donc tout cela, Thomas Valu, donc vous êtes au cœur de tout cela lorsque vous montez donc des émissions et vous faites des réalisations. Je rappelle que vous êtes aussi l'auteur en 2021 avec Guillaume Juérian d'un autre film, 1915, le génocide des chrétiens en Turquie. Alors, je voulais vous demander, euh, vous êtes donc le réalisateur d'une émission Alors, religieuse, je suis le producteur de producteur, l'émission pardon. et Guillaume est un des réalisateurs avec qui travaille avec moi. Comme D'accord. son nom l'indique, Juérian, voilà, il est aussi particulièrement impliqué, en tout cas, je l'implique particulièrement dans toutes les émissions arméniennes, parce que aussi ça le passionne et que, bah, comme tout Arménien aussi, il découvre, entre guillemets, ses racines, son arbre géologique et aussi bah, ce qui fait résonner son cœur d'une certaine façon, quoi, voilà. Et l'émission qu'on avait faite il y a 2 ans, c'était un peu un pari, entre guillemets, parce que c'était la première fois qu'on faisait une grande émission sur le génocide des chrétiens avec un S. Parce que avant on parlait un petit peu que du génocide arménien, parce que aussi il n'y avait eu que des études faites sur le génocide arménien, parce que les Oui. Arméniens sont une grande communauté aussi avec beaucoup de talents, dont des historiens qui ont vraiment travaillé. Et Mhm. il y avait moins d'études sur les Syriaques et les Chaldéens et les Oui. Assyriens. Et aujourd'hui, il y a eu vraiment voilà, les études sont là. Et d'ailleurs, avant de faire cette émission-là, j'en ai parlé à Raymond Kevorkian. Je lui dis, est-ce qu'on est prêt à pouvoir faire une telle émission? Et il m'a dit oui. Je me repose beaucoup sur son jugement. D'ailleurs, pour l'émission qui a été diffusée le 14 avril dernier, c'était lui qui m'avait conseillé de prendre contact avec Hans Luca. Et donc, voilà. Et je pense qu'on avait fait une émission avec mêlant l'histoire et aussi le témoignage des familles. Et Mhm. nous, ça fait, je sais pas, ça fait 5, 6, 7 émissions que je fais sur le génocide et je m'habitue toujours pas à l'horreur de ce que l'on voit, de ce qu'on écrit, de ce qu'on en entend. Je suis toujours révolté et je pense que notre devoir, c'est de continuer à diffuser des émissions sur ce sujet-là pour Mhm. d'abord les générations qui sont nouvelles connaissent leur histoire et aussi que bah, les Français, les Occidentaux, et puis une émission qui est beaucoup regardée aussi dans le Moyen-Orient francophone, que tout le monde sache cette histoire. Alors, parce que au moins on sait, quoi, l'émission c'était ils savaient mais ils n'ont rien fait. Moi je pense qu'il faut savoir et il faut avoir le cœur qui souffre, même si on n'est pas arménien. Moi je ne suis pas arménien dans mon sang, je suis arménien de cœur, entre guillemets, mais je suis toujours révolté. Voilà. Et moi je me souviens quand j'étais petit dans ma classe, il y avait des Arméniens, mais on parlait quasiment pas du génocide et je n'ai pas su ce que c'était. Je suis vraiment rentré dans l'histoire des Arméniens à travers les émissions que j'ai faites et surtout, C'était une question qui m'intéressait aussi de savoir comment vous avez fait connaissance avec la question du génocide. eh bien, écoutez, je me souviens que la première émission du génocide que je l'ai fait, c'était Monseigneur Gaborian à l'époque, Gabriel. qui était l'ancien évêque arménien catholique de Paris, puis patriarche arménien catholique. On avait commencé à faire quelque chose justement avec Raymond, avec Yves Ternon, et on avait fait quelque chose autour de la messe qui a lieu tous les ans à Notre-Dame. Euh, cette année,
c'était le 21 avril. Bah voilà, je suis rentré dedans. Et puis quand on rentre dans cette histoire, on se dit, mais c'est pas possible, quoi, voilà, quoi. Et parce que moi, chaque Arménien tué est un drame, quoi, voilà. Et je pleure avec les familles. Et ça m'arrive en interview, quand on a des témoignages, de pleurer comme la personne qui parle. Alors, on essaye de le faire avec pudeur, donc on ne passe pas forcément à la télévision, mais on est ému et les gens qui ne sont pas émus ont vraiment le cœur dur, quoi, voilà. Mm. Alors, Thomas Vallu, vous avez donc, on en a parlé, vous avez ajouté, en tout cas, la question du génocide des Assyro-Chaldéens au périmètre de vos intérêts, de votre intérêt. Et c'est bien, c'était une nécessité parce que c'est un génocide, comme le génocide arménien a été oublié pendant longtemps, ça a été aussi le cas du génocide des Assyro-Chaldéens, dont l'oubli a perduré plus longtemps que le génocide des Arméniens, qui est devenu un fait connu sur la place publique, dans la sphère publique en France du moins, et dans un certain nombre de pays. Le génocide des Assyro-Chaldéens, est-ce que vous voyez donc dans un premier temps, dans l'exécution du génocide, puisque vous avez travaillé aussi sur les réalités des choses, les réalités macabres des choses, et est-ce que vous voyez une différence entre l'acception, c'est-à-dire est-ce que les Assyro-Chaldéens, les Arméniens voient le génocide de la même manière? Est-ce qu'il y a une Et, proximité euh, dans cette pour, approche? pour moi, il n'y a qu'un seul génocide. On parle du génocide des Arméniens, mais en réalité, c'est le génocide des chrétiens. Et c'est un génocide commun. Et que les populations syriaques ou assyro-chaldéennes ont vécu ce génocide avec la même population décimée, c'est-à-dire quasiment 2 tiers de la population qui a été assassinée, hein, parce que je pense qu'il faut utiliser ce mot-là. Même les gens qui étaient sur les routes des convois ont été assassinés d'une certaine façon. Voilà. Et c'est le même, ça partage la même chose. Et moi, je suis heureux, entre guillemets, de voir que maintenant, cette cause est beaucoup plus commune. Je sais qu'il y a quelques années, quand il y avait les défilés du 24 avril, certains disaient aux Assyro-Chaldéens et aux Syriaques, bon, vous pouvez participer, mais sans drapeau, sans rien, etc. Et maintenant, chacun est dans le même, j'allais dire dans le même peuple, parce que c'est le peuple des chrétiens qui n'oublie pas ses morts et qui fait en sorte que ça ne se reproduise pas, quoi, voilà. C'est ça qui est Mhm. important, hein. D'autant plus que les Arméniens et les Assyro-Chaldéens se sont trouvés dans les mêmes camps de réfugiés. Bien sûr, c'est le sort Lorsqu'ils commun, sont quoi, arrivés voilà. à Deir ez-Zor ou plus tard à Alep, ils ont été dans les mêmes camps de réfugiés. Il y a une proximité, notamment dans certaines villes comme Mardin, par exemple. Il y avait une proximité très importante entre les Arméniens et les Assyro-Chaldéens. Il y avait un C'est mariage mixte. malheureusement, Et la même les défi. Arméniens qui ont aussi, ou des Assyro-Chaldéens qui sont plus ou moins assimilés dans les populations arméniennes. Donc, il y a une grande proximité entre ces deux peuples qui perdure encore. Exactement. Et de toute façon, je pense que c'est la cause commune et la volonté des jeunes Turcs, hein, on était une volonté de débarrasser du pays les gens qui n'avaient pas la race pure, entre guillemets. Et qui Mm, n'avaient pas la race pure, c'est les peuples chrétiens. mm, Donc l'objectif est commun aux 3 peuples qui sont les Arméniens, les Syriaques, les Assyro-Chaldéens et aussi les Grecs du Pont, voilà, mais dans une autre mesure, parce qu'il y a eu pas mal d'échanges de population avec les Grecs. Ouais, tout ça, et les Grecs n'ont pas subi le même drame dans leur globalité que les Assyro-Chaldéens, les Syriaques et les Arméniens. Voilà. mm, Ce qui est important, c'est de voir que la volonté était de nettoyer du pays, voilà, qui était à 40% chrétien. Aujourd'hui, c'est 0,2% de la population, hein, mm, que, entre guillemets,
Ça a réussi, sauf que, comme le disait dans la conclusion de l'émission de 2021, c'est que voilà, les Turcs ne savaient pas que vous étiez des graines et que vous avez poussé peut-être pas sur votre terre natale, mais vous avez poussé ailleurs et que vous avez porté beaucoup de fruits. Voilà. Et moi, je crois qu'il y a une chose qui est très importante et ce que j'essaye alors dans les autres émissions, c'est de montrer que l'arménité, c'est pas uniquement le génocide. Mhm. L'arménité, c'est une culture, ce sont des traditions, c'est un trésor qu'il faut partager et dont il faut se rendre compte. Je me souviens qu'une des premières fois, quoi, la première émission qu'on avait faite, on est allé dans une famille déjà à l'époque, et il y avait un des enfants qui m'avait dit: «Ah mais non, mais moi je voulais pas être arménien». Voilà, parce qu'arménien égale génocide, j'avais pas du tout envie. Voilà. Mhm. Et je pense que si on réduit l'arménité au génocide, eh bien, c'est une catastrophe. Par contre, il est vrai que le génocide réunit tous les Arméniens. Et moi qui suis au milieu un peu des plaques tectoniques de toutes les communautés, de toutes les associations, de tous les courants, je suis toujours triste par la division des différentes communautés et de voir que finalement, on se rassemble un peu uniquement au moment du 24 avril et moi, j'aimerais, et j'essaye en sorte que les communautés puissent se rassembler aussi sur des joies, de redécouvrir leur patrimoine, de redécouvrir leur richesse. Voilà, quoi. Alors bon, effectivement, les Arméniens étaient sortis de la question du génocide avec la question du Karabakh dans les années 90 et aujourd'hui, on se replonge dans le plan d'extermination des Arméniens de la part de, de la Turquie plus de l'Azerbaïdjan, donc du plan pan-turquiste en cours. Et on se retrouve finalement replongé dans la même histoire un siècle après. On, on Et a, on a abordé plusieurs fois la question du panturquisme actuel, notamment quand on a fait des émissions sur le Haut-Karabakh, soit sur l'Artsar, et on voit, là aussi, tout le monde le sait, il ne se passe rien. Voilà. Et c'est vraiment ce qui m'a motivé cette année hein, sur le choix de la thématique de l'émission. Quoi. Voilà. Moi, c'est d'une tristesse absolue. Quoi. Voilà. Mais en même temps, il faut continuer à se battre et il faut continuer à hurler, il faut continuer à crier et il faut continuer à dire que voilà, ça a existé, qu'on n'est pas dans le négationnisme. Et c'est d'ailleurs Boris Adjemian dans l'émission qui disait si les révisionnismes turcs euh, se mettait à lire les journaux de la presse de l'époque, il ne serait pas dans cette folie négationniste. Quoi, voilà. mm, mm. Euh, en tout cas, nous sommes convaincus que les Turcs le savent. Et c'est dans la négation, dans la forme de la négation qu'on sait, qu'on voit que les Turcs le savent. Lorsqu'ils disent il n'y a pas eu de génocide, mais c'est bien fait pour eux, parce qu'ils ont trahi. Après, vous savez, euh, la problématique, c'est qu'on est dans des histoires de propagande. Voilà. Absolument. Et aussi, les Allemands, pour reboucler la boucle sur ce qu'on disait tout à l'heure, les officiers, les soldats allemands savaient ce qui était, mais l'allemand de base, il était dans la propagande et il ne savait pas, quoi, voilà. Mm. Et aujourd'hui, dans les livres d'école, je crois en Turquie et peut-être dans d'autres pays, eh ben voilà, qu'est-ce qu'on apprend sur le génocide de 1915? C'est pas la réalité, c'est une communication de propagande. Et Voilà. oui, c'est Et un épisode de l'histoire moderne fabriquée de la Turquie, ouais. qui est avec la société d'histoire de Mustafa Kemal, qui a recréé une histoire des populations autochtones en présentant l'élément turc comme la population autochtone qui a vécu depuis des millénaires sur ces terres et en considérant, en tout cas en proposant à la population turque l'idée des Arméniens nouveaux venus, etc., etc. Donc c'est de la désinformation et de la réécriture de l'histoire. Alors On ce est qui dans est la propagande. Un très des intéressant, combats. c'est Ouais, que eux-mêmes y croient et sont étonnés de voir que les autres n'y croient pas. oui, mais parce qu'ils n'ont pas d'autres sources, donc ils croient ce qu'on leur dit. Voilà. Et aujourd'hui, un des enjeux dans notre monde, c'est l'éducation, c'est de savoir raisonner par soi-même, avoir plusieurs sources d'informations. Hein. Vous savez, sur Facebook, on vous propose ce que vous voyez, donc vous ne voyez plus que ça.
et vous ne voyez pas d'autre chose. Voilà, et c'est la difficulté d'avoir du temps pour comparer, échanger. Moi, je pense que c'est important de dialoguer, voire de s'engueuler, parce qu'au moins on échange. La pire des choses, c'est le silence et la négation. Voilà. Et c'est important il faut. Peut-être une question Ouais. aussi, Thomas Valu, sur la nature de votre approche. Vous abordez, donc vous êtes producteur d'une émission religieuse sur France 2 et c'est heureux. Et comment vous abordez la question du génocide? Forcément du point de vue religieux, forcément parce qu'il y a... Alors, d'abord, on est une euh, émission de service public du dimanche matin de France 2, une émission religieuse. Donc, forcément, je dois remplir au cahier des charges et pas faire une émission, entre guillemets, ni laïque ni laïciste. Bon. Il se trouve que le génocide, c'est le génocide des chrétiens, des génocides des Arméniens, que l'aspect religieux a été utilisé. Il n'était pas primaire dans les objectifs des jeunes Turcs, mais ils ont vu que ça pouvait marcher beaucoup plus et donc la problématique, entre guillemets, non pas ethnique mais religieuse, a été utilisée. D'ailleurs, euh, euh, on le montre bien dans le film là, qui est passé le 14 avril dernier, dans un des extraits je crois, du livre de Barbie, qui était un journaliste français qui a publié dès 1916 ou 17 son livre. Il disait que avant le 24 avril, je crois que c'est à Erzurum, où on a rassemblé la population, non pas toute la population de la ville, mais la population musulmane de la ville, en disant pour que le croissant gagne, il faut que les chrétiens, que la croix disparaisse, quoi. Voilà. Donc, euh, donc c'est ça. Et C'était puis, un outil, en tout cas. oui, et aussi, c'est important de savoir qu'est-ce qu'a fait le Vatican quand même. Le Vatican a essayé de faire quelque chose, des choses, on l'a vu dans les archives secrètes, et ça, Raymond a travaillé sur ce domaine-là, Raymond Kevorkian. Donc, et on le voit à travers les images aussi qu'on a montrées. Malheureusement, comme tout ce qui a été fait un peu par les diplomates qui avaient un peu de cœur à l'époque, ben, pas grand-chose n'a marché, quoi. Mm, mm. Vous avez fait donc plusieurs films sur le génocide. Euh, Oui, parce qu'on en a fait avec l'histoire des rescapés aussi, qui est l'histoire du génocide, hein. On a fait les rescapés à Marseille, on a fait aussi l'accueil des réfugiés au Liban, mm, avec notamment le Catholicos. On était allé aussi au musée de Jebel, on avait eu euh, des très beaux témoignages sur place aussi. Voilà, on doit être à la cinquième ou sixième, mais quand on fait l'histoire des Arméniens en Égypte, d'une certaine façon, on parle du génocide, parce que une partie des Arméniens d'Égypte sont arrivés, euh, sans parler de ceux qui sont arrivés au moment les rescapés du Moussada, mais voilà, partout où on va, il y a des histoires de rescapés du génocide. Voilà. En fait, votre émission est forcée de passer par le génocide, puisque vous parlez de l'Église arménienne, Église d'Orient, et l'Église d'Orient aujourd'hui, enfin, en tout cas les chrétiens orientaux, sont en voie de disparition. Et quelque Alors, part, en tout cas, ils sont en voie de cette, disparition dans les pays de terre natale, mais aussi on voit que dans les pays de diaspora, vous savez, je pense que le nombre de paroisses orientales a doublé depuis 20 ans en France. Alors, est-ce qu'il faut se réjouir ou pas se réjouir? Il faut se réjouir parce que c'est des gens qui sont encore en vie, voilà. Mais il ne faut pas se réjouir, il faut se poser des questions. C'est pourquoi est-ce que ces personnes ont parce été que ce forcées de sont quitter. finalement des églises en exil aujourd'hui. Voilà, mais Les on chrétiens essaie. d'Orient sont en exil en Occident. Voilà, mais aussi, il y a aussi, on peut dire qu'en France, il y a une immigration économique qui vient d'Arménie, hein. Aujourd'hui, en Mm. Arménie, il y a pas de souci aujourd'hui, et j'espère qu'il n'y en aura pas à venir, mais aujourd'hui en Arménie, les Arméniens vivent leur foi et leur vie tout à fait calme, sereinement, et voilà. Mais Mm. il y a une immigration aussi économique qui arrive. Mais 90% des chrétiens d'Orient qui sont en France, ils sont souvent là parce qu'ils ont été mis dehors de leur pays. Voilà.
Oui, et donc ce qui reste aujourd'hui en Orient est peut-être aussi une réminiscence de ce qui s'est passé en 1915 Vous ou savez, avant même. le jour de Pâques, on a eu une émission qu'on avait enregistrée à Zalé, au Liban. Alors, je Zahle, m'excuse de mon accent français, parce que Zahle, je n'arrive pas à dire, voilà, c'est impossible. Mais bon, c'est mon côté parigot dans mon accent. Voilà. Mais en tout cas, on avait fait justement une émission sur cette ville qu'on a appelée la ville message, qui faisait le parallèle avec ce que avait dit Jean-Paul II sur le Liban, le pays message. Zalé, pour moi, c'est une ville message, non pas de la coexistence interreligieuse, mais du vivre ensemble œcuménique en chrétien, puisque c'est une ville à 100% chrétienne et il y a une vie chrétienne qui, entre les églises, est incroyable. Je crois que c'est la seule ville où je n'ai pas entendu une église dire du mal de l'autre. Donc, vous voyez, vous savez, il y a toujours des problèmes d'auteur, de fauteuils, etc., entre les églises. Là, c'est formidable et moi, j'applaudis à deux mains. Et l'évêque grec catholique a dit, en fin d'émission, voilà, ceux qui restent au Liban aujourd'hui sont des héros. Alors, aujourd'hui, le plus gros problème du Liban, c'est la vie économique, c'est la vie politique. On peut dire que pour l'instant, il y a une menace sur la liberté de culte, mais c'est voilà. Moi, je suis admiratif des chrétiens qui restent sur place, et aussi moi, bon, a ma priori, ma grande tristesse, c'est de voir partir aussi des forces vives, des leaders de communauté, parce que c'est eux qui ont plus de facilité à partir. Mais il y a besoin de gens qui sont leaders de communauté. Il y a besoin de gens qui sont qui puissent faire aussi partie de la vie économique du pays. Voilà quoi. est-ce On voit que la problématique de Jérusalem et du patriarcat arménien aujourd'hui. Voilà, ils seraient beaucoup plus forts, ce serait beaucoup plus facile pour eux, quoi. Voilà. Mais nombreux et hmm, forts, ce serait plus Thomas facile. Valu, est-ce que l'Église catholique majoritaire, la plus grande Église La latine, chrétienne la du romaine, monde, ouais. Ouais. l'Église romaine, est consciente de la problématique véritable de la disparition de la chrétienté d'Orient. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a une préoccupation, voire même une inquiétude de la part de l'Église romaine sur la disparition des chrétiens d'Orient, qui, je dis encore une fois, a commencé avec le génocide des Arméniens. Au 19e, les premiers massacres Mais d'Arméniens et vous ensuite le génocide des Arméniens. savez que d'abord, la première communauté orientale en France, c'est pas les Arméniens, hein. C'est les Grecs de Cargèse qui sont partis au XVIIIe siècle du Péloponnèse parce qu'ils étaient aussi menacés par l'Empire ottoman, Opprimés et voilà, menacés. etc. Et puis après, la première église sur le continent en France, c'est pas une église arménienne, c'est Saint-Nicolas de Myre à Marseille, qui était pour les Grecs melkites catholiques qui avaient servi dans l'armée de Napoléon en Égypte. Voilà. Donc malheureusement, cette souffrance ne date pas de 1915, mais elle date d'avant. Voilà. Après, je pense que l'Église catholique est consciente de la problématique des chrétiens d'Orient. Pour être très honnête avec vous, je ne comprends pas toutes les décisions de Rome. Voilà, j'ai pas compris forcément euh, que sur l'Artsar, la position du Vatican. Voilà. Bon, vous voyez, je suis honnête dans mes propos. Par contre, je pourrais vous dire que je peux vous dire que il y a quelques jours, le président de la conférence des évêques de France, plus deux évêques, plus Monseigneur Goldnis, ont passé une semaine en Égypte. Ils ont rencontré le pape Tawadros, ils ont rencontré toutes les communautés. Donc, il y a une vraie volonté et prise de conscience. Ils sont allés en Égypte là, ils vont régulièrement en Terre Sainte, ils vont au Liban. Il y a une vraie volonté de l'Église latine en France de rencontrer les chrétiens d'Orient. Par contre, il y a un problème, entre guillemets, important, c'est que pendant le séminaire d'un prêtre catholique, je ne sais pas s'il a
une heure de formation sur les chrétiens d'Orient. Voilà. Il ne sait pas ce que c'est, quoi, voilà. Il ne sait pas ce que c'est, il sait pas, vous voyez, par exemple, il y a beaucoup de chrétiens latins catholiques de France qui ne savent pas que dans les églises catholiques orientales, il y a aussi des prêtres mariés. Et Mm. qu'entre guillemets, ça ne pose aucun problème. Voilà. Mm. Et qu'il y a Mm. des églises comme l'église, par exemple, gréco-catholique ukrainienne, où il y a 80% des prêtres de l'église qui sont des prêtres mariés. Donc, voilà. Et il y a une mauvaise connaissance de la communauté latine envers les chrétiens d'Orient. Parce qu'ils sont capables d'avoir beaucoup de compassion pour les chrétiens d'Orient sans savoir qui ils sont vraiment. Voilà. Et nous, une des missions, entre guillemets, de l'émission, hein, c'est de faire connaître les chrétiens d'Orient aux chrétiens ou aux non-chrétiens français. Il y a une dimension cultuelle, mais il y a aussi une dimension culturelle dans l'émission, de vivre ensemble. Hein. Beaucoup de catholiques latins vous diront qu'ils ont découvert le Nouveau Testament grâce au rabbin Josie Eisenberg dans son émission juive tous les dimanches matins pendant 50 ans sur France 2. Ou sur TF1 à l'époque avant. Voilà. Et que toutes ces émissions du dimanche matin de France 2, c'est important pour la connaissance culturelle et culturelle de la composante de la France. Et c'est ça le miracle français aussi. C'est que la laïcité française, où comme il y a une neutralité de l'État, la neutralité de l'État ne veut pas dire qu'il y ait le rejet des religions, puisque, ben, par exemple, à la télévision française, c'est l'État qui finance toutes les émissions religieuses. Mm. Voilà. Et ça, c'est quand même une chose importante qui est à mettre au crédit de la France. Voilà. Alors, puisque nous sommes en train de conclure donc cette interview, je voudrais vous demander quel est le thème de votre prochaine émission des Chrétiens orientaux. Alors, puisque nous sommes sur Radio Arménie, je pense que ça va intéresser particulièrement les Arméniens. Je vous donne rendez-vous le jeudi 9 mai, c'est le jeudi de l'Ascension. Alors attention, parce que c'est un horaire un petit peu habituel, on sera à 9 heures et c'est une émission consacrée au mont Ararat. Alors je crois que il n'y a pas une famille arménienne qui n'ait pas une reproduction dans son salon, dans sa cuisine ou quelque part dans la maison du mont Ararat. Moi, je dis souvent, pour expliquer ça aux non-arméniens, que c'est le mont Fuji des Arméniens. Et donc, on va avoir Jean-Pierre Mahé, Saak Soukiassian, qu'on va avoir comme historien, justement la partie biblique. Ils vont nous raconter tout ce qui est historique, tout ce qui est sacré, la relique qu'on peut voir avec Muezzin. Mais on va aussi aller dans l'aspect populaire du mont Ararat. Hein. Je crois que entre le cognac, les jus de fruits, les sauces tomates, tout ce qui a marqué le mot Ararat, ça se vend. Et donc pourquoi? Mais on va aussi aller, voilà, quand même, parce que le mont Ararat était l'emblématique dans le logo, quoi, dans le blason de la Russie, de l'Arménie soviétique. Donc voilà, ça mérite d'être expliqué. Et puis on va surtout avoir un très très beau témoignage et très émouvant d'un alpiniste, d'un Arménien de Marseille qui a gravi il y a une vingtaine d'années le mont Ararat. Et pour une fois, on va voir non pas le mont Ararat de loin, mais on le va voir de près, quoi. On va voir la taille des pierres, on va voir. Et son témoignage est très, très émouvant. Voilà, moi j'ai été très ému de sa Voilà profondeur. qui va intéresser Voilà, les amateurs du mot Ararat et en tout cas un thème, le thème qui est présent dans toute la littérature arménienne du voilà la monde poésie, depuis le 16e, 17e siècle, voilà. le mot Ararat qui est devenu effectivement le mot fétiche et le mot, Voilà. le symbole même de l'éternité du peuple arménien. Exactement. Et je dois. Alors, donc, jeudi 9 mai à 9 heures. C'est pas compliqué c'est la date qui est l'heure. Parce que d'habitude, on est diffusé à 9 heures. 9 mai à 9 heures. Merci Alors, beaucoup, Valu, merci de votre pour cet invitation. Et entretien. puis, je voulais juste dire en cette période de commémoration du 24 avril que je porte dans mon cœur tous ceux qui sont malheureusement restés sur les routes, dans les convois, ceux qui ont été assassinés. Et aussi, j'ai une grande admiration pour les rescapés parce qu'ils ont beaucoup souffert, ils ont toujours été très dignes en arrivant en France, et c'est quelque chose qui me frappe et qui est un véritable exemple. Donc
Voilà, et que les descendants n'oublient pas non seulement les morts, mais aussi les rescapés qui ont été des vivants qui ont souffert. Voilà. Merci Thomas Valu. Merci à vous, merci À pour très votre participation. bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.